Hello, j'espère que vous allez bien. On retourne un peu en direction de l'Afrique, du Cameroun même, plus précisément. Et vous savez l'histoire de Hervé Boba, qui, ça fait l'actualité. Je suis contente de voir que beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnalités commencent à un petit peu relancer encore plus le hashtag, le mouvement, et continuer pour tout ce qu'il a fait. Par contre, j'ai aussi aimé un aparté que Enzo Imanto, celui qui est le lanceur de tout ce mouvement-là, a fait, de parler un peu de l'historique de Hervé. Comme dans n'importe quel true crime, dans n'importe quelle série où on parle d'un serial, on parle d'un criminel, d'un récidiviste, on regarde toujours son enfance un peu, où on essaie de voir un peu sa genèse. Et c'est ça qui va être fait dans cette vidéo sur le cas de Hervé. Donc sans perdre d'instant, on est chez la Doha, on se met confortablement et on regarde un peu le père de celui-ci. Emmanuel Boda est le père. Donc lui, c'est un milliardaire, il a fait sa fortune, il a son entreprise, il est décédé bien entendu, il a laissé sa fortune. Par contre, il n'y a pas eu de succession, en tant que tel, c'était son fils qui prenait la relève, mais qui n'a pas géré, qui n'avait pas la main de fer de son père, ou qui était concentré, comme on peut le voir dans beaucoup d'autres choses. Il ne peut pas tout gérer en même temps, on peut comprendre. Mais son père, c'est un milliardaire au Cameroun. Donc, lui, il avait une société Afrique Construction, donc dans la construction, dans l'investissement, dans l'infrastructure, on peut s'imaginer. Beaucoup de pouvoir, on imagine, l'argent donne certains pouvoirs, permet d'acheter aussi certaines influences, certains gens. À l'époque, il n'était pas peut-être sur les réseaux où il n'avait pas le contact avec les influenceurs du net comme son fils, c'est d'autres générations. Mais lui aussi, il pouvait payer les gens pour venir profiter de ce qu'il devait profiter. Et lui, il y a des témoignages, c'est sûr, même en étant décédé, des fois, je sais qu'il y a des gens qui disent, surtout quand le cas d'une certaine influenceuse camerounaise qui est décédée, Madame Cooper, est ressortie dans cette histoire-là, qui étant une des personnes, des influenceuses qui amenaient des gens à Boba et à Boba dans tout ça. On disait, mais elle est décédée, on peut plus, ça sert à rien de parler d'elle, c'est déjà trop tard, elle est décédée. Ok, c'est beau. Mais par contre, on revient sur la jeunesse, on se rappelle que M. Emmanuel Bobda aussi est décédé. Et lui, il représente quand même la jeunesse de ce que son fils est. Il représente quand même l'influence de son fils. On peut le voir dans le gestuel quand il pose, son fils a quand même admiré ou son père était une influence. On ne sait pas à quel point il était dur, mais en regardant certains témoignages qui sont ressortis, on peut imaginer que son père était pas du tout facile. Donc il y a un témoignage rapidement justement qui a été exposé face à tout ça. Ça a eu lieu avec en tant que tel le père, Monsieur Emmanuel Père. Le père, il gère son entreprise de façon très dure. On peut comprendre c'est son tout. Dans les calculs, il a vu qu'il y a 2 millions qui sont manquants. Est-ce que c'est une mauvaise gestion, un mauvais calcul? Peut-être aussi c'est une autre personne qui lui a réellement volé. Mais lui, il a sûrement eu des petits oiseaux ou quelque chose qui lui a dit c'est telle personne qui t'a pris. Donc il est énervé, frustré, puis comme n'importe qui qu'on peut comprendre, comment tu oses me voler? Je te donne de l'emploi, tu es dans mon entreprise pour travailler, et là tu oses me voler. Et cette personne, les témoignages qui en sortent disent qu'il était innocent en réalité. Et ils n'ont pas retrouvé l'argent sur lui. Même auprès de sa famille, ils n'ont pas retrouvé l'argent sur lui. Donc, en effet, probablement c'était un innocent. Donc, d'où il avait décidé de déclarer que la personne était coupable, peut-être selon son instinct. Mais qu'est-ce qu'il a fait à cette personne, cet employé, cette victime qu'il avait? Il a fait venir dans son bureau. Viens dans mon bureau, on va te régler. Viens dans le bureau du boss. Et puis, il avait bien entendu son arme. La formule d'avoir l'âme pour pouvoir être sûr d'avoir le contrôle, ça n'a pas changé, on peut le voir. Il a fait l'employé se déshabiller, se mettre à nu, tel un enfant. En tant que tel, c'est un rituel d'humiliation, pour s'assurer de bien humilier la personne qui se retrouve devant toi. La personne, tu n'as plus de vêtements, tu es à nu devant quelqu'un. Et il a son arme. La personne, on peut l'imaginer dans sa tête, qu'est-ce qu'il doit ressentir, la peur, la panique. Il retire ses vêtements, le supplier, lui demander de le laisser tranquille. Et lui, Emmanuel, c'est pas juste contenté de lui faire une certaine pression. Il est venu, il a vraiment voulu
le retirer son côté, sa masculinité, le retirer sa virilité, le faire vraiment sentir qu'il est un rien du tout. Et c'est, il a, il a pris ses testicules, son anatomie masculine, il a commencé à tellement le presser en sentant la douleur, les cris de ce type-là devant lui, jusqu'à ce que le sang coule. Et que le sang coulait, mais c'est pas ça qui l'arrêtait. Il restait là, il continuait à prendre un réel plaisir, selon les témoins qui étaient là, qui disaient que le plaisir était pris et que c'était tellement rendu à une phase, une instance, qu'ils l'ont amené donc à l'hôpital. Donc, quand ils ont amené ce type à l'hôpital pour le soigner, parce qu'il était comme c'est la partie sensible d'un homme, vous le savez. Donc, au cri du sang qui coule, il est couché presque au bord, au bord. Donc, il est envoyé à l'hôpital. Et lui, pour être sûr que cette personne ne prend pas la fuite, il a dit, toi là, je t'accuse d'avoir pris mon argent. Même si j'ai plus les preuves que c'est toi, je suis pas certain que c'est toi, mais je vais me venger, je vais faire en sorte de te punir pour que personne ose me voler, parce qu'ils vont savoir comment je suis. Donc, on peut imaginer son intention. Et lui, il a fait poster la gendarmerie, justement. Donc, il a du pouvoir, son homme qui a du pouvoir. Il a fait de la gendarmerie venir se planter, se positionner devant l'hôpital comme un criminel pour attendre qu'il cicatrise. Le temps qu'il commence à reprendre ses forces, il cicatrise, il est traumatisé. J'imagine sa famille est venue dire, est-ce que c'est toi qui as pris? Non, j'ai mal. Bref, on imagine le tout. Il cicatrise. En cicatrisant, il peut aller maintenant techniquement sortir. L'hôpital lui donne le congé de sortir, mais la gendarmerie l'attendait. Ils étaient à l'extérieur, ils l'attendaient, ils l'ont pris tout de suite. Et puis ils ont dit, toi, on te prend tout de suite, ils l'ont mis en prison. Bien sûr, en prison, vous imaginez une prison au Cameroun, c'est pas la prison où tu es assis, puis que tu regardes la télé, puis que tu manges des chips. Non, c'est une prison. De temps en temps, ils s'assurent de payer les gens sur place, le torturer un peu, essayer de le menacer, de dire est-ce que c'est toi, c'est pas toi, c'est toi qui l'as volé, c'est toi qui as volé, c'est toi qui as volé. De mettre la pression, de le rendre fou. Et puis dans une prison que tu mets une pression de l'empêcher de manger. Le but, c'est vraiment de le rendre au plus fou. Et c'est ça qui est arrivé. Cette personne-là, c'est le témoin qui en parle, c'est son frère. C'est le frère qui a vu son frère, comment il a été traumatisé. Et à ce jour, il est rendu fou. Il est plus lui-même, il est réellement rendu fou. Donc, ça, on en profite de dire la maladie mentale, c'est sérieuse. Des fois, on peut voir quelqu'un qui vit un état, mais on ne sait pas le choc qu'il a vécu et ce choc c'est. Et la famille de ce type-là n'a pas eu aucune compassion. Il n'y a pas eu rien là. Lui, le type, il allait travailler, on l'a accusé, on a décidé de l'accuser de quelque chose. Est-ce que vous imaginez? On décide de vous accuser de quelque chose, on vous torture, on vous met en prison et vous avez aucune ressource de rien dire, de rien faire du tout. Et ensuite, quand vous finissez par faire votre temps que vous devez faire en prison, on vous sort comme ça de la prison. Ok, tu peux te dégager. Peut-être on l'a fait sortir de la prison, peut-être qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas lui du tout. Il a peut-être retrouvé l'argent, c'était un mauvais calcul, mais il n'y a pas eu d'excuse. Donc sa famille se retrouve juste avec leurs frères, leur famille, leurs cousins, leurs proches, qui ne peut plus travailler, qui est plus efficace, qui n'a plus son état mental, qui a été ravagé complètement. Mais c'était vraiment cette image qu'on a de ce père-là. Et puis, ça, c'est beaucoup de gens parlaient comme ça de lui. Il n'y avait pas de choses, ah, lui était influent, il était une bonne personne, ou il a créé ça pour moi. Non, c'est vraiment cette image qu'on a de lui. Et beaucoup l'ont décrit ayant un esprit diabolique. C'est vraiment complexe, pas complexe, mais de dire, demande encore quand ils le décrivent, pense à ce père-là, ils voient un esprit diabolique. Et rapidement, on voit maintenant la structure de ce père. On voit Hervé qui a grandi dans ce foyer-là. On dit qu'Hervé, quand il a grandi à l'école, c'était, je ne sais pas s'il se faisait un peu moquer. Vous savez, les enfants à l'école, ils se moquent de tout le monde, ils peuvent être très cruels. Mais j'imagine que il a vécu ses propres faits et qui s'est mis dans une position en se disant qu'il ne veut plus jamais être en position de faiblesse et ça peut arriver. Et c'est ça il a fait en sorte d'être toujours armé, il a fait en sorte d'être en pouvoir. L'argent contrôle le monde, il a fait en sorte le monde qui vient vers lui ou le monde qu'il veut avoir, c'est comme des objets sans âme.
Mais quand on regarde le tout et puis on ne sait pas, son père avait beaucoup d'enfants. Donc on peut comprendre que j'imagine son père était aussi très frivole, très ouvert dans ses relations. Lui, on l'a pas connu, lui, ayant des enfants. Hervé. Je ne sais pas si Hervé a eu des enfants avec toutes les relations qu'il a eues, mais on a dit que son père avait beaucoup d'enfants. Et ce que j'imagine que lui, Hervé, c'est son premier ou son enfant officiel avec sa femme mariée. Mais c'est techniquement, c'est Hervé qui prenait la relève de l'entreprise. Mais on sait qu'il n'avait pas trop la tête à gérer une entreprise de construction ou de développement avec le plaisir de passer son temps dans les restaurants, passer son temps dans les côtés influenceurs à chercher à s'amuser ou à faire ce qu'il devait faire. Donc, c'est pour ça que cette compagnie de son père est quand même, la compagnie que son père l'avait léguée est fermée, mais son père l'a pas laissé sans rien, là. Il vient d'une famille de milliardaires, il vient d'une famille qui a toujours tout eu. Pour lui, c'était facile, il avait tout sur un plateau. Donc, la vie, les gens, il voit des gens, vous savez, quelqu'un dans son niveau qui a toutes les choses. Il sait que le monde va venir autour de lui, ils vont faire tout ce qu'il veut parce qu'il a de l'argent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le monde, quand des fois, vous voyez que vous êtes tout intéressé à la personne avec l'argent, il vaut tout. Mais voilà, c'est ça que ça crée. Mais c'est ça, c'était petite jeunesse-là que je tenais à faire pour quand j'ai vu l'histoire un peu de son père, l'image, comment son père était. C'est sûr, jamais ça ne va justifier ce que Hervé est, mais on comprend que tel père, tel vice. Les vices se sont propagés. Et c'est important d'ajouter que vous êtes appelés à être parents. Des fois, votre comportement, vous ne le pensez pas, votre comportement, vous agissez d'une façon, mais sachez que votre comportement va se continuer. Les liens d'ADN, la génétique continue, c'est pas juste dans le physique seulement. Donc, je vous laisse sur ce, faites attention à vous. On se voit aux prochaines vidéos.